Mesdames et messieurs, d'abord, bien sûr, merci vraiment, merci pour votre présence. C'est une expression que j'utilise fréquemment, mais c'est parce qu'elle est vraie, votre présence nombreuse qui nous fait tellement plaisir, même si ça nous oblige à scinder la salle en deux parties, à scinder l'assemblée en deux parties, dans deux salles. Écoutez, c'est un peu embêtant, mais quel plaisir de vous voir si nombreux. Alors tout compte fait, c'est le prix à payer pour votre nombre et nombreux et d'ailleurs fidèles, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous que je reconnais qui sont des fidèles parmi les fidèles, qui sont là très fréquemment. Au nom de l'Université de Mons, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour votre patience et votre acceptation du déroulement. Donc, aujourd'hui, alors, nous sommes fin février, début mars. C'est une période qui ne manque pas d'événements dans ce contexte des conférences de l'UMONS, soit des invités de l'UMONS, c'est le nom du cycle de base, mais qui a été élargi à d'autres initiatives, et donc on a maintenant plusieurs initiatives qui se déroulent en même temps et en parallèle. Prenons d'abord la conférence de ce soir, qui donc porte sur la génétique, l'épigénétique, avec comme titre, comme vous le voyez sur l'écran, quand l'évolution joue avec nos gènes. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui deux orateurs, dans des ordres, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. D'abord Jérôme Delrois, qui est docteur en biologie, chercheur à l'Université de Mons, dans le laboratoire de biologie des organismes marins et biomimétisme, à l'Université de Mons chez le professeur Eckhout. Zoologiste moléculaire de formation, sa recherche s'intéresse donc à la biologie des invertébrés marins. En particulier, il essaie de comprendre, dans une optique d'évolution, la manière dont certains organismes marins perçoivent la lumière, et ce, en l'absence d'yeux. On parle de photoréception extraoculaire. Son expertise combine la zoologie classique et les méthodes moléculaires récentes, telles que le séquençage des nouvelles, des nouvelles générations. Nous aurons aussi le plaisir de retrouver, parce qu'elle est déjà venue, et je me souviens du succès qu'avait eu la conférence qu'elle nous avait donnée sur les gènes, la réparation des gènes. Vous savez qu'on les coupait en petits morceaux, on les recollait dans l'autre sens. Enfin, c'est ce que j'ai retenu en résumé, mais c'était très clair dans son explication. Nous avons donc le plaisir de retrouver Alexandra Bailaïev, bien sûr, docteur en chimie, a été professeur pendant 20 ans à l'Université de Mons, chef de service du laboratoire de biologie moléculaire à la faculté de médecine et de pharmacie jusqu'en 2015. En 2015, elle a été légitimement admise à la retraite, mais comme vous le voyez, elle est restée extrêmement active. Son thème majeur de recherche a été l'étude d'une maladie héréditaire de dégénérescence des muscles, la FSHD, dont peut-être ou certainement elle nous parlera. Avec sa collaboratrice Frédéric Copé, son équipe a identifié des gènes impliqués dans cette maladie et l'équipe a contribué à comprendre les fonctions pathologiques des protéines qu'ils produisent et développer des médicaments potentiels pour les contrer. La FSHD dépend à la fois des défauts génétiques et épigénétiques, d'où le lien avec la conférence d'aujourd'hui. Nous sommes très proches de l'heure que nous avions indiquée. Il faut respecter autant que possible l'horaire parce qu'il y a plusieurs contraintes. Donc la conférence va commencer dans 1 ou 2 minutes. En principe, vers 19h10, autant que possible, il y aura les questions du public et les réponses. Le drink à la salle habituelle aura lieu à 19h30 et à partir de 20h30, il y a la pièce de théâtre Luca, donc L-U-C-A,
au Théâtre de l'Ancre. Un certain nombre d'entre vous ont reçu des places. Je suis désolé, il n'y en avait pas pour tout le monde et le principe était premier arrivé, premier servi, ce que nous avons fait. Et donc, il faut évidemment que les personnes qui vont suivre la pièce puissent être à l'heure, raison pour laquelle nous devons nous-mêmes, bien entendu, terminer à l'heure. Voilà. Pour l'intervention d'aujourd'hui, je vais céder la parole dans quelques minutes à Alexandra et à Jérôme. Je vous ai dit que le mois de février et de mars comptait un certain nombre d'activités de l'Université de Mons. Très prochainement, donc le 28, dans 2 jours, au cinéma Quai 10, il y aura un film sur les conséquences de l'amiante qui sera suivi d'un débat sur ce thème, avec notamment l'intervention d'Alain Finet. Alain Finet qui a écrit en tant que professeur de management sur les questions de l'amiante, sur la façon dont ça a été géré assez mal, évidemment, et qui donc fera part de son témoignage. Nous aurons ensuite 2 conférences en mars. La première, le 19 mars, à 18h30, Keynes Marx, qu'ont-ils encore à nous dire? Une conférence que j'aurai le plaisir de donner avec mon collègue Serge de Ruette. Nous l'avons fait à Charleroi. Enfin, pardon, nous l'avons fait à Mons, nous l'avons fait à la Louvière. C'est bien normal que nous le fassions ici à Charleroi. Attention, la conférence aura lieu au Palais des Beaux-Arts et non pas ici, pour une raison de place. Et puis, le 26, donc une semaine après, dans cette même salle, limiter durablement la pollution au plastique, réfléchir et agir à l'échelle locale avec l'équipe des spécialistes de la question des plastiques, qui est un point important de notre recherche à Mons, avec Fabrizio Mazeri et Sabine Boucher. Voilà. Tout de suite, je cède la parole à nos orateurs du jour, Alexandra Belaïev et Jérôme Deloise. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, merci beaucoup pour cette aimable introduction. Alors, nous allons essayer de faire un exposé à 2 voix. Et comme on n'a pas trop eu le temps de répéter parce que j'ai fait une grosse grippe la semaine dernière, enfin la vraie grippe, malgré le vaccin, on va peut-être avoir des moments où on ne sait pas qui parle sur la dia et donc on va un peu se battre de temps en temps, mais bon voilà, ce sera d'autant plus dynamique. Si on est 2 à parler en même temps, dites-le nous et il y en a un des 2 qui s'arrêtera. Il ne se passe rien, c'est normal. C'est le suspense de début, c'est normal. Alors bonsoir là, je crois à tous. Que c'est moi, ça. Oui, tout à fait. Je pense que c'est Mais toi. alors j'ai besoin du pointeur. Si tu veux, je garde le pointeur pour toute la séance, comme tu le sens. Non, j'en ai besoin pour montrer. Pas de problème. Voilà, ça commence fort. Bon, voilà, toutes nos excuses pour les gens qui sont dans la salle d'à côté et qui voient d'horribles petites ondulations au niveau de la diapositive. Donc, quand vous en avez marre, n'hésitez pas à fermer les yeux et vous contenter de nous écouter. Donc, on va commencer par un petit rappel sur cellules, ADN, gènes, protéines. Donc, notre corps est constitué d'un très très grand nombre de cellules, de l'ordre de 300 milliards par là. Et la cellule est une structure délimitée par une membrane. À l'intérieur de la cellule, il y a ce qu'on appelle le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, il y a des organites. Et on va s'intéresser aux 2 organites qui contiennent de l'ADN, c'est-à-dire le noyau, dans lequel sont les chromosomes, qui sont constitués d'ADN. C'est là que se trouve tout le matériel génétique pour faire toute la cellule et tout l'individu tout l'organisme auquel cette cellule appartient. Alors, il y a un autre organite qui s'appelle la mitochondrie, qui contient aussi de l'ADN, et dont tout à l'heure, Jérôme va vous expliquer l'origine. C'est en fait un étranger qui a été avalé par la cellule. Et donc, ces mitochondries sont très importantes parce que c'est elles qui fournissent l'énergie pour permettre la vie de la cellule. Alors, regardons un peu plus en détail comment va se comporter l'ADN qui se trouve dans les chromosomes, dans le noyau.
On peut comparer cet ADN à un livre de recettes, donc représenté là-bas. Regardez le titre, Gâteau trop beau. C'est Jérôme qui est allé trouver ça. C'est vraiment le roi de la recherche d'images sur Google. Et à l'intérieur de ce livre de recettes, on va trouver toutes les instructions nécessaires pour faire toutes les protéines qui constituent la cellule ou notre corps. Donc ce livre de recettes, il est dans le noyau et interdiction totale de sortir du noyau. Donc la bibliothécaire ou le bibliothécaire de notre noyau va interdire totalement la sortie de ces livres de recettes. Ils sont extrêmement importants, c'est eux qui définissent toute l'information pour faire la cellule, pour faire l'individu. Donc il faut les protéger de dégradation éventuelle. Donc comment va s'organiser la cellule quand elle a besoin de fabriquer une protéine à un endroit particulier? Dans une cellule de muscle par exemple, on a besoin d'une protéine d'actine par exemple. Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, la subtilité, c'est qu'il va falloir copier la recette de cette protéine qui est dans le noyau. Et cette copie, eh bien, ça s'appelle un ARN messager en vert. Donc l'ARN messager va être copié sur le chromosome, le petit tronçon d'ADN qui contient la recette pour faire une protéine, pour faire un gâteau dans cet exemple-ci, est ce qu'on appelle un gène. Donc le gène va être copié, va donner un ARN qui va pouvoir, lui, quitter le noyau et venir dans le cytoplasme de la cellule, porter la recette de la protéine pour faire fabriquer la protéine, le gâteau, correspondant à cette recette que vous avez apparaître ici en rose. Alors, c'était moi ou toi ça? C'est moi. C'est toi. On va Bien, voilà. se concentrer un petit peu plus. Mais si tu veux, je peux garder. Ah, tu peux Je regarder. te le laisse. On va se concentrer un petit peu plus maintenant sur cette molécule d'ADN. Littéralement rentrer dans le noyau, zoomer sur la molécule d'ADN et voir un petit peu à quoi tout ça ressemble. Donc vous voyez le noyau, vous voyez ici ce filament d'ADN qui s'enroule. Alors c'est la particularité de l'ADN, c'est une macromolécule du vivant. Et cette macromolécule, si on devait l'étirer totalement, elle ferait à peu près 1,80 m de long. Et pourtant, elle se trouve dans un organite cellulaire, qu'on l'on appelle le noyau, qui fait de l'ordre de quelques microns. Et donc cette molécule, elle est repliée sur elle-même, et elle est enfermée littéralement, comme le disait Alexandra, dans le noyau, en particulier pour la protéger. Si vous regardez au niveau de cette schématisation de la compaction de l'ADN... Tu as besoin de montrer. Hein, merci. Si vous regardez au niveau de ces schémas de compaction de l'ADN, il y a différents niveaux de compaction. Alors ici, c'est pas du tout compacté. Littéralement, dans la cellule, en fait, on ne retrouve jamais cet ADN sous cette forme-là, mais il faut évidemment vous le montrer comme ça pour vous faire comprendre c'est quoi l'ADN. C'est un enchaînement de bases qu'on appelle ACTG, donc ça correspond à des molécules spécifiques. ACTG, c'est plus facile, évidemment. Et c'est cet enchaînement de bases qui va littéralement donner une recette spécifique. Cette recette spécifique, elle est par exemple ici, dans un fragment qui correspond à un gène et qui code donc pour une protéine. Alors, cet ADN, je vous l'ai dit, il est replié dans le noyau, compacté. Il n'est pas seul. Il, en fait, est compacté à l'aide de protéines. Par exemple, les histones, qui ensemble, donc ADN plus protéines, histones, vont former ce qu'on appelle la chromatine. Vous pouvez voir ça comme un fil de téléphone finalement qui est enroulé. Et l'état le plus condensé de l'ADN, c'est le chromosome. Vous avez tous vu des chromosomes. C'est vraiment l'état le plus condensé de l'ADN. Et on en reparlera par la suite. Alors, je vous le disais, les lettres vont littéralement déterminer le gâteau qu'on aura à la fin. Oui. Donc le problème qui va se poser, puisqu'il y a toute l'information nécessaire pour faire toutes les protéines de la cellule dans les chromosomes, dans l'ADN, quand la cellule va se diviser, il va falloir trouver un moyen pour que les deux cellules filles puissent contenir exactement la même information génétique sans risque d'erreur. Et donc lorsque Watson et Crick ont découvert cette jolie structure en double hélice de l'ADN, ils ont en fait compris tout de suite comment la cellule pouvait recopier cet ADN avant de se diviser. Alors regardez un brin, par exemple ce brin-ci. Chaque fois que vous avez un C sur ce brin, vous avez un G sur le brin d'en face. Chaque fois que vous avez un T sur un brin, vous avez un A sur le brin d'en face. On dit que les deux brins de l'ADN sont complémentaires. Avec cette simple règle, en face de A sur un brin, je mets un T sur l'autre. En face de C sur un brin, je mets un G sur l'autre. À partir d'un brin tout seul, on peut facilement reconstituer le second.
Et donc Watson et Crick se sont dit, c'est facile, la double hélice va s'ouvrir, on va séparer chacun des brins, ici en turquoise, et il suffira que la machinerie de la cellule vienne recopier ces brins en utilisant cette règle simple A devant T, G devant C, et on va fabriquer de nouveau des doubles brins d'ADN, donc 2 doubles brins d'ADN identiques au double brin de départ. Et donc voilà la subtilité. Ce processus, c'est ce qu'on appelle la réplication, et c'est ce processus qui va s'assurer que les 2 cellules filles vont avoir la même information génétique que la cellule mère de départ. Alors dans certains cas, ce processus peut mener à quelques petits problèmes. Alors c'est un petit peu... Vous devez vous imaginer que quand vous retranscrivez quelque chose, un texte, vous pouvez potentiellement faire des fautes de frappe, faire des fautes d'orthographe. Eh bien, la machinerie qui va recopier l'ADN peut aussi faire des erreurs. Elles sont pas nombreuses, mais elles peuvent parfois compter beaucoup et mener finalement à des défaillances sévères. C'est ce qu'on appelle les mutations. Donc les mutations sont littéralement les fautes de frappe dans l'ADN. Les causes principales, en tout cas le plus souvent, c'est une erreur de la machinerie, mais ça peut aussi être causé par des agents dits mutagènes. Les UV, par exemple, la cigarette, enfin un tas de causes malencontreuses. Alors vous avez ici 3 exemples de mutations. La première mutation, vous avez un changement de base. Vous avez une base qui est remplacée, ici un T par un G. Mais cette mutation est dite silencieuse. Ça veut dire que finalement, la recette est très légèrement changée, mais comme dans une recette normale, parfois, si vous avez une faute de frappe, ça ne vous empêche pas de comprendre cette recette. Et vous avez à la fin un superbe gâteau très alléchant. Dans le cas des 2 autres mutations, la deuxième mutation, par exemple, vous avez littéralement une base qui saute. Et dans ce cas-là, par contre, il va y avoir un problème de décalage de lecture. Et là, la recette ne va mener à rien. Et la protéine ne sera pas produite. Ce qui peut poser de gros problèmes, tels que des maladies, par exemple. Dans la 3e recette, la base est totalement manquante, elle est enlevée. Non, pardon, elle apparaît, évidemment, on ne sait pas dans quel sens ça va, mais là, elle apparaît. Et dans ce cas-là, par exemple, vous pourriez avoir, par exemple, un gâteau défaillant, une recette défaillante. Alors, littéralement, la raison pour laquelle on vous a parlé de ça, donc, en gros, là, on est en train de parler de génétique. Vous êtes tous en train de vous dire, mais enfin, on est venu à une conférence sur l'épigénétique, il faut bien commencer par la génétique avant d'aborder l'épigénétique. Et la raison pour laquelle on vous parle des mutations, c'est parce que les mutations, c'est littéralement le moteur de l'évolution. Vous avez déjà tous entendu parler d'évolution. Nous sommes tous constitués de cellules, Alexandra vous l'a clairement dit, nous humains en tout cas, mais on n'est pas les seuls évidemment. Dans l'arbre de la vie, tous les organismes vivants que vous pouvez trouver sur notre belle planète sont constitués de cellules. Et tous ces organismes contiennent au sein de leurs cellules l'ADN. Et c'est les mutations de cet ADN qui vont littéralement conduire la fluctuation de ces populations d'espèces, et finalement les différences entre espèces vont être causées par ces mutations qui vont s'accumuler au cours du temps. Et c'est comme ça que finalement l'idée d'évolution a pu naître dans la tête de différents scientifiques. Alors la grosse théorie de l'évolution, je veux dire la théorie principale de l'évolution, elle a été élaborée il y a 150 ans par Charles Darwin, qui à l'époque n'avait aucune idée de ce qu'était une mutation d'ailleurs. Mais l'idée de Charles Darwin à l'époque était que finalement on descend d'une généalogie commune, nous, organismes vivants. L'homme y compris, évidemment. Alors les scientifiques, à l'heure actuelle, représentent cette phylogénie, c'est comme ça qu'on appelle l'arbre généalogique du vivant, sous la forme d'un arbre en forme de buisson. Alors la raison pour laquelle c'est un arbre en forme de buisson, c'est que il n'y a aucune raison de considérer que l'homme est tout en haut de l'arbre de la vie. Au contraire, on est tous partis finalement d'un ancêtre commun, qui est en fait universel et qu'on appelle Lucas, qui se trouve au centre de l'arbre. Et nous, les espèces actuelles, on se trouve en périphérie, on se trouve littéralement dans la canopée de ce buisson. Du coup, si je retourne à la fin de l'arbre, hop, vous voyez les différents groupes, les 3 grands domaines de la vie, qu'on appelle les eucaryotes, les eubactéries, les archées. Alors ce sont des termes un peu techniques, mais nous, on est dans les eucaryotes, parce qu'on a un noyau d'ailleurs. Les bactéries, les archées n'ont pas de noyau. Vous voyez que ces 3 différents groupes sont extrêmement diversifiés. Et si par exemple je prends une espèce au hasard à l'extrémité de l'arbre, je ne sais pas moi, disons que là c'est le ver de terre par exemple, qu'un peu plus haut, à l'endroit où Alexandra est en train de montrer le laser, c'est l'homme, eh bien potentiellement si vous suivez les branches de cet arbre, vous pouvez retrouver l'ancêtre commun à un ver de terre et à un homme. Pour ces 2 espèces-là, l'ancêtre commun, vous allez le retrouver il y a 797 millions d'années. Ça fait un bail évidemment, ça fait beaucoup de mutations. Ce qui est intéressant, c'est que en termes de temps d'évolution, finalement les 2 espèces, il n'y en a pas une qui est plus évoluée que l'autre. On partage le même nombre d'années d'évolution, littéralement. Et donc l'homme n'est évidemment pas plus évolué que les autres animaux. Alors,
pour rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, on va avoir besoin d'évolution aujourd'hui, on va avoir besoin de vous parler d'évolution, parce qu'on va s'intéresser à l'aspect héréditaire de l'épigénétique. On en reparlera plus tard. Mais pour ce qui est de l'évolution, je vous ai dit, les mutations, ce qu'on a montré tout à l'heure, les fameuses fautes d'orthographe dans les recettes, c'est le cœur de la modification de l'ADN qui va mener à l'évolution. Si on reprend la théorie de Darwin, ce qu'il avait remarqué, dans un premier temps, c'est la variabilité interindividuelle. Nous sommes tous différents. Monsieur, vous êtes différent de votre voisin, vous êtes différent de votre autre voisin, qui est aussi mon paternel d'ailleurs, et littéralement, toutes ces personnes sont différentes parce que leur ADN est légèrement différent. C'est le cas ici pour ces deux papillons. Alors, je suis zoologiste de formation, du coup, j'aime bien montrer les bestioles. Ces deux papillons sont un petit peu différents. Leur coloration est différente. Et c'est causé par une mutation. Ce que Darwin a vraiment très intelligemment observé, c'est que ces variants, finalement, peuvent être sélectionnés en fonction de l'environnement. Alors, à tort, on a souvent tendance à parler du darwinisme comme la loi du plus fort. C'est totalement faux. C'est la loi du plus adapté. Dans le cas que je vous montre ici, cette phalène du bouleau qui se trouve sur un bouleau, sur une écorce de bouleau, eh bien, on pourrait considérer que cette forme-là a un avantage sélectif qui est qu'elle va passer inaperçue pour les oiseaux, alors que la forme dite mélanique, la forme sombre, va être très désavantagée. La sélection naturelle qu'a décrit Charles Darwin, c'est l'idée que le prédateur va prélever le papillon qui est le plus visible et que du coup, les populations qui possèdent cette mutation vont avoir tendance à diminuer, à décliner au profit de l'autre population. Et c'est de cette manière-là que ces fluctuations d'ADN vont littéralement varier dans les populations. Et donc ça, c'est la sélection naturelle. C'est l'évolution. Cela dit, l'évolution, ce n'est pas que la sélection naturelle, mais on pourrait voir la sélection naturelle comme la clé de voûte de l'évolution. Alors, ce qui est rigolo avec ce petit exemple-là, c'est que pendant la révolution industrielle, les usines ont tourné à plein régime pour produire un tas de choses différentes, et en particulier brûler du charbon. Ce qui a rendu, en tout cas en Angleterre, les écorces de bouleau extrêmement sombres à cause du charbon. Et que dans ce cas-là, la forme mélanique a été favorisée, au détriment de la forme blanche. Parce que les oiseaux pouvaient très clairement cibler les formes blanches. Alors, il y a d'autres sources de variation. Les mutations, c'est la source principale, mais on va vous en montrer quelques-unes très intéressantes, en particulier parce que Alexandra vous a déjà parlé un petit peu de mitochondrie. C'est très intéressant de voir que dans une cellule eucaryote, on peut en fait trouver de l'ADN qui n'est pas de l'ADN eucaryote. C'est de l'ADN qui a pu voyager dans l'arbre de la vie. Je vous ai montré l'arbre de la vie avec des dichotomies très classiques. Une espèce littéralement se spécie, on a le phénomène de spéciation qui se passe et qui donne deux autres espèces filles. Mais dans certains cas, et c'est représenté par les flèches bleues, rouges et vertes, vous pouvez avoir de l'ADN qui va finalement être transféré entre les branches du vivant, ce qui rend la chose encore plus compliquée. La flèche rouge, et la flèche verte correspondent à des transferts même pas d'ADN, mais d'un organisme littéralement, avec par exemple une intégration, on parle d'endosymbiose, c'est-à-dire qu'une cellule eucaryote va intégrer une bactérie, et que cette bactérie va vivre en symbiose dans la cellule. Après un certain temps, en réalité, on s'est rendu compte que ces bactéries ont été littéralement presque transformées en organites de la cellule, donc en petits organes de la cellule, et participent de manière très claire au métabolisme de la cellule. Pour l'exemple des mitochondries, l'intégration de la mitochondrie va permettre à la cellule qui, avant l'intégration de cette mitochondrie, n'était pas capable d'utiliser le glucose pour la respiration cellulaire, va d'un seul coup être capable de vivre en aérobie. C'est ce qui s'est passé en tout cas dans l'évolution des organismes. Pour ce qui est à gauche, ce qu'on appelle les chloroplastes, ce sont aussi des organites qu'on trouve. Donc des organites, ça veut dire juste petit organe, mais ce sont des petites organites cellulaires qu'on trouve chez les organismes qui sont capables de photosynthétiser. Les arbres, par exemple. Eh bien, on se rend compte que initialement, c'est une bactérie qui était capable de photosynthétiser, une cyanobactérie qui a été littéralement mangée par une cellule eucaryote, pouvant ainsi gagner la possibilité de faire de la photosynthèse. Dans certains cas, c'est un fragment d'ADN qui peut littéralement voyager d'une branche à l'autre. Ça, c'est une des recherches qu'on fait au laboratoire, où on a montré qu'en fait, certains organismes sont capables d'émettre de la lumière, et que chez cette petite, ce qu'on appelle une ophiure, c'est comme une étoile de mer, chez cette petite bestiole, on a émission de lumière bleue. Et pour faire cette émission, on utilise une enzyme particulière. On s'est rendu compte que cette enzyme, elle vient, en tout cas le gène qui code pour cette enzyme, vient des bactéries. Ce gène a été transféré littéralement des bactéries, c'est le premier trait qu'Alexandra vous montre, au groupe du bas, mais a aussi été transféré au groupe du haut. Et donc finalement, la nature est capable parfois de réutiliser évidemment
l'ADN qui passe par là, on va vraiment le dire comme ça, en particulier quand les organismes sont en symbiose intense. Et là, ce qui était vraiment intéressant dans les exemples que tu as donnés, c'était de voir, par rapport au spectacle de théâtre Luca, de voir que dans 2 cas, on a des étrangers qui ont été absorbés par une cellule et qui ont apporté des avantages à cette cellule. Ou un morceau d'ADN étranger qui a été récupéré par ta bestiole, la Ophiour, et qui fait qu'elle est maintenant capable d'émettre de la lumière. Donc l'avantage de pouvoir intégrer des étrangers. Alors cette diapositive donc a été préparée gentiment pour moi par Jérôme, et Jérôme il aime beaucoup ces petites bestioles. Vous voyez ces petits vers qui se baladent à travers la diapositive, donc c'est un petit peu répugnant, mais bon, on va quand même vous expliquer l'histoire derrière les petits vers. Donc on va s'intéresser au cas du zygote. Donc le zygote, c'est la toute première cellule de l'embryon. C'est celle qui est faite par la rencontre du spermatozoïde de votre papa avec l'ovule de votre maman. Donc on croit que tout le boulot est fait à partir du moment où cette rencontre historique a eu lieu. On a formé le zygote. Et donc le zygote, il a le livre de recettes pour faire toutes les protéines de l'embryon et de l'adulte qui va en découler. Mais il va falloir maintenant commencer à faire une sélection drastique de quelles recettes vont être utilisées selon le type de cellule de l'embryon à qui on a affaire. Donc le zygote ne peut pas utiliser toutes les recettes pour faire tous les gâteaux possibles. On ne peut pas simultanément faire des pâtisseries en pâte levée, en pâte feuilletée, en pâte sablée. Il va falloir se spécialiser. Et cette spécialisation, ça s'appelle la différenciation. Donc l'exemple qui est donné ici, c'est le zygote de ce petit nématode, ce petit ver. Donc la première cellule, le zygote, va se diviser pour donner les 2 premières cellules de l'embryon. Et vous voyez que ces 2 cellules sont représentées avec une couleur différente. Ça veut dire que déjà, à la toute première étape de la division qui va mener à la fabrication de l'embryon, on a une spécialisation qui a lieu. Cette cellule bleue va se diviser pour donner 2 cellules bleues. La cellule rouge va se diviser pour donner une rouge et une blanche. Et ainsi de suite. À chaque étape, on va avoir une spécialisation de plus en plus poussée. Chaque cellule va sélectionner une collection de recettes pour ne faire que des cupcakes, ou que des cramiques, ou que des millefeuilles, etc. Et donc, c'est ça qui va permettre que certaines cellules vont donner des organes différents, du muscle, la lignée germinale qui va permettre de refaire des spermatozoïdes, par exemple, les cellules de cerveau, etc. Donc ce processus est extrêmement important chez l'homme. On considère qu'il y a à peu près 25 000 recettes pour faire des protéines différentes, donc 25 000 gènes qui contiennent l'information pour faire des protéines. Et donc, dans chaque cellule, il n'y aura que quelques milliers de ces gènes qui vont être utilisés et qui seront différents selon le type de tissu auquel va appartenir cette cellule. Alors, nous allons quitter cette charmante bestiole. Et donc, ce processus de différenciation cellulaire, donc on part d'une cellule qui est totipotente, elle est capable de faire n'importe quoi, et progressivement, elle va se diviser et les cellules filles vont restreindre leur totipotentialité, vont se sélectionner un type de tissu à la fois, est un système qui avait été modélisé en 1942 par un chercheur du nom de Waddington. Il proposait que la cellule totipotente se trouve au sommet d'une montagne et que, au fur et à mesure qu'elle se divise et qu'elle donne des cellules filles, ces cellules filles vont pouvoir dévaler de la montagne et choisir des vallées différentes. Alors, qu'est-ce qui définit ces vallées? Donc, c'est... Donc, voilà, nous y sommes. Donc, il y a toute une série d'éléments représentés par ces petits cubes de couleurs qui sont attachés avec des ficelles à ce paysage de Monsieur Waddington. Et ces petits éléments, ce sont des petites variations de l'environnement, des petites variations dans le mode de fonctionnement de la cellule, dans l'apport de nutriments, dans l'accumulation de produits toxiques dans la cellule. Tous ces petits éléments qui, ensemble, vont arriver à tirer les ficelles qui vont créer les vallées et qui vont créer des montagnes entre les vallées,
qui vont favoriser l'itinéraire que vont pouvoir suivre les cellules totipotentes du début de la différenciation. D'accord ? Et donc ce concept de différenciation cellulaire, Waddington lui a donné le nom d'épigénétique. Et donc voilà la première fois qu'on entend cette définition d'épigénétique. Et nous avons un exemple. Donc Jérôme tenait beaucoup à cette superbe diapositive de globules rouges à l'intérieur d'un vaisseau sanguin. Et donc dans le sang, nous avons aussi, au cours du développement de l'embryon, formation d'une cellule souche qui est un précurseur des différents types de cellules qu'on va trouver dans le sang. Cette cellule va donner des cellules filles qui vont se différencier en suivant des vallées différentes pour donner les plaquettes, les globules rouges et d'autres types cellulaires qu'il y a dans le sang. Alors, on revient un petit peu sur l'ADN. Alors, c'est une slide que j'avais déjà vue. Donc, on repart vraiment au niveau de cette molécule d'ADN et on essaie de faire le lien avec le mot qu'Alexandra vient de vous définir, l'épigénétique. Et donc, en fait, c'est lié à la régulation de l'expression des gènes. Et on a remarqué que le niveau de compaction, je vous parlais beaucoup de compaction, de condensation de l'ADN, ce niveau de compaction est en fait extrêmement corrélé au niveau d'expression des gènes qui se trouvent dans la zone qui est compactée ou non. Et donc, typiquement, au niveau moléculaire, l'épigénétique a été définie par différentes modifications de l'ADN, mais qui n'altèrent pas sa séquence. Des modifications qui sont au-dessus de l'ADN, épi. Et une de ces modifications, par exemple, c'est ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN. Donc ça ne va pas, ce n'est pas une mutation. En fait, on parle d'épimutation. Enfin, ce n'est pas une mutation qui va changer la séquence de l'ADN, mais différents groupements chimiques vont pouvoir être ajoutés sur l'ADN. Par exemple, la méthylation dont je vous parlais. Une autre modification très connue, c'est l'acétylation, qui va être principalement réalisée sur les histones. Et ces deux modifications sont en fait antinomiques, si vous voulez. Dans le cas de la méthylation de l'ADN, elle va mener à une fermeture de la chromatine, à une compaction de la chromatine plus importante, rendant les gènes qui sont à l'intérieur difficiles d'accès pour la machinerie enzymatique et donc inhibant leur expression. Dans le cas de la chromatine ouverte et donc d'une histone qui serait acétylée, à l'inverse, les histones vont se désolidariser, si vous voulez, un petit peu, et vont permettre en fait l'entrée de toute la machinerie enzymatique qui va pouvoir littéralement permettre l'expression des gènes. Alors, vous pourriez littéralement voir ces histones et tous ces molécules qui peuvent être ajoutées pour moduler les gènes comme des genres d'interrupteurs sur lesquels des enzymes viendraient appuyer pour allumer ou éteindre l'expression des gènes. Alors, donc cette idée, ce concept d'épigénétique finalement recouvre un concept qui était connu depuis des dizaines d'années, qui était le concept de régulation de l'expression des gènes, de changement de la structure de la chromatine, qui permettait aux gènes d'être accessibles, ou faire une copie sous forme de messager et que la protéine soit produite, ou bien que l'ADN soit non accessible dans une chromatine fermée. À ce moment-là, l'ARN messager n'est pas fabriqué et la protéine n'est pas produite. Alors, en 2003, il y a eu une publication scientifique qui a vraiment créé un choc chez les chercheurs dans le domaine de la génétique. Et donc, le directeur de laboratoire qui a fait ce travail, c'est le Dr. Jertel, un Américain. Il s'intéresse à une espèce de souris particulière qui s'appelle les souris agouties. Donc, ces souris sont jaunes. Donc elles ont le pelage jaune, obèses et présentent un risque élevé de cancer et une longévité réduite. Et donc on a trouvé une variante de ces souris qui sont beaucoup plus minces, brunes et qui ont un faible risque de cancer et une longévité normale. Alors ce qui est tout à fait le choc dans cette étude-là, c'est que ces deux souris ont exactement les mêmes gènes. La seule différence qu'il y a entre elles, c'est que les marques épigénétiques sur un gène vont être différentes. Alors quand on prend une souris jaune obèse et qu'elle est enceinte, si on ne lui donne pas une alimentation particulière, elle va donner naissance à des bébés qui deviendront eux-mêmes jaunes, obèses, à risque élevé de cancer. Si par contre, pendant la grossesse de cette souris, on va lui donner une alimentation particulière avec des vitamines B, avec de l'acide folique, eh bien, elle va
dans cette nourriture, trouver des précurseurs pour la méthylation de l'ADN. Donc on va avoir une méthylation de l'ADN du gène agouti. Donc le gène agouti est représenté ici, c'est lui qui est responsable de la couleur jaune. Donc les petits points rouges vous indiquent l'apparition de marques épigénétiques de méthyle sur ce gène qui vont empêcher le fonctionnement de ce gène. Donc ces souris-là vont donner naissance à des bébés qui seront bruns, minces, avec un faible risque de cancer. Donc rien qu'en changeant l'alimentation de la mère, on obtient des bébés qui ont un phénotype, donc un aspect complètement différent. Alors comment ça se passe? Eh bien, dans l'alimentation, par exemple, voilà une pizza, va se trouver une série de produits chimiques qui vont être utilisés par la cellule. On a représenté un petit peu ici une chaîne de construction où on a tous les précurseurs qui vont permettre d'avoir ces petits groupements méthyl qui vont venir être accrochés par toute la machinerie sur l'ADN, donc représenté ici en vert. Et donc c'est ça qui s'est passé chez les souris enceintes. Leurs fœtus ont reçu ce groupement méthyl sur leur gène agouti, qui a fait que ce gène n'a pas été utilisé. Alors, à part cette méthylation de l'ADN, il existe toute une diversité d'enzymes qui peuvent modifier les histones. Souvenez-vous, les histones, ce sont ces protéines auxquelles est associé l'ADN pour pouvoir l'emballer dans les chromosomes. Et donc voilà un exemple d'un nucléosome, donc l'association entre les histones ici en rose, l'ADN qui tourne autour des histones, que vous voyez ici le petit fil bleu, c'est l'ADN double brun, et ces queues sont les extrémités des histones qui peuvent subir toute une collection de modifications différentes, donc déméthylation, déphosphorylation, acétylation, ubiquitination, etc. Donc on a résumé toutes les possibilités de modification des histones par ce schéma. Donc on a une collection d'enzymes qui sont des writers, donc des écrivains, qui vont accrocher des groupements sur les histones. Une collection d'enzymes qui vont faire exactement la manœuvre inverse, qui vont aller enlever ces marques sur les histones, ce sont les erasers, les effaceurs. Et puis une collection de protéines qui seront capables de lire les marques qu'il y a sur les histones et qui vont pouvoir apporter des protéines qui vont permettre, par exemple, de copier le gène pour en faire un ARN messager et avoir la protéine produite. Du coup, alors vous allez réaliser que le chercheur qui a réalisé plus ou moins cette idée-là, c'est un chercheur américain, mais on pourrait littéralement essayer de simplifier le concept d'épigénétique et de se rendre compte que, ok, vos gènes vont charger votre arme, vont charger le pistolet. Mais c'est littéralement les marques épigénétiques qui vont appuyer sur la gâchette. D'accord ? Donc c'est très encourageant parce que jusque-là, on a pensé qu'on était prisonnier des gènes dont on avait hérité de nos parents et que si on avait reçu des mauvais gènes, on pouvait rien y faire. On était condamné à les utiliser. Et donc le nouveau concept d'épigénétique, c'est de dire, ok, vous avez peut-être des mauvais gènes, mais par votre comportement alimentaire, par votre mode de vie, par l'environnement dans lequel vous allez évoluer, vous pouvez changer les marques épigénétiques sur ces gènes et faire que certains gènes toxiques ne vont pas être utilisés ou des gènes qui apportent un avantage vont pouvoir être utilisés davantage. Donc toute la difficulté, c'est littéralement de voir la pondération entre épigénétique et génétique, bien sûr. Mais très récemment, l'épigénétique a littéralement eu un boom scientifique. Le nombre de publications sur l'épigénétique a explosé. Pour une raison simple, c'est que de nombreuses recherches ont montré finalement que ces marques épigénétiques pouvaient traverser les générations, pouvaient être dites transgénérationnelles. Alors ça changeait beaucoup évidemment parce que l'idée de départ est que ces modifications épigénétiques peuvent en effet s'accumuler durant la vie d'un individu. Mais personne ne pensait dans un premier temps que ces modifications pouvaient potentiellement passer à ses enfants. Et donc ça change littéralement la donne, bien sûr, parce que ce que Déborah disait, vous pouvez affecter vos gènes, mais potentiellement vous pouvez aussi affecter les gènes de vos enfants, en tout cas leur expression. Alors différents organismes ont été étudiés. Alors je suis toujours le zoologiste, je ne perds pas ma casquette de zoologiste. Et évidemment, différentes bestioles ont été étudiées. Alors la bestiole de gauche, c'est une levure. C'est la levure que les brasseurs adorent, évidemment. Et il a été montré chez les levures que différentes marques épigénétiques peuvent être maintenues
durant les générations, donc maintenues de parents aux enfants, etc. Durant, en tout cas certaines études montrent des maintiens de ces marques épigénétiques pendant au moins 20 générations. Donc finalement, ce qui peut se passer en génération 1 peut littéralement affecter l'expression des gènes de la 20e génération, ce qui est énorme bien sûr. Alors, retour au petit ver de droite, c'est le fameux Caenorhabditis elegans de tout à l'heure. Vous savez, le ver qui était en train d'essayer de manger les magnifiques gâteaux de la slide. Eh bien, il y a des études qui montrent que ces marques épigénétiques peuvent être maintenues sur 80 générations, par exemple. Alors, en fait, les marques épigénétiques et leur maintien à travers les générations, ça a d'abord été étudié chez les plantes. Chez les plantes en particulier, parce que, à l'inverse des vertébrés ou des animaux, les cellules sexuelles, si vous voulez, les cellules dites germinales, sont relativement en interaction proche avec les cellules somatiques. Donc chez nous, on a vraiment une séparation des cellules germinales qui se trouvent relativement cachées entre guillemets, et donc difficile d'accès pour les marques épigénétiques, alors que chez les plantes, c'est beaucoup plus complexe, et littéralement, les marques épigénétiques peuvent facilement altérer les cellules qui vont donner les générations futures. Et cet exemple-là a été étudié il y a très longtemps. C'est une linaire, en tout cas la plante que vous voyez, la grande plante à droite, c'est une linaire qu'on trouve dans nos champs. C'est une magnifique plante, et en réalité, certains phénotypes différents, alors on parlait de phénotype tout à l'heure, l'aspect, certains phénotypes différents peuvent être retrouvés. Par exemple, ce phénotype-là, c'est ce qu'on appelle, ils l'ont qualifié de Peloria, donc le phénotype Peloria. Alors Peloria, ça veut dire monstre en grec, je pense. Et donc littéralement, cette plante ne ressemble pas du tout à à l'espèce à laquelle elle appartient. Parce qu'évidemment, si vous regardez la tige, si vous regardez les feuilles, c'est la même plante, mais l'organisation de la fleur est différente. Les zoologistes et plutôt les botanistes dans ce cas-ci qui se sont intéressés à ça se sont arrachés les cheveux parce qu'ils ne comprenaient pas. En particulier, ils ne comprenaient pas parce que après un certain nombre de générations, la lignée Peloria va redonner la lignée normale, donc va redonner une linéaire. Et donc évidemment, si vous partez sur le principe de mutation, en vous disant il y a que les mutations, l'épigénétique, je ne veux pas en entendre parler, c'est très difficile d'expliquer que une mutation peut en effet modifier par exemple un gène qui va changer le phénotype. Sauf que après, quelques générations plus tard, d'un seul coup, vous revenez sur le phénotype initial. Et donc, on a montré maintenant, les scientifiques ont montré que cette différence de phénotype est liée justement à l'épigénétique. Du coup, je reviens sur l'évolution parce que ça change la donne. Le fait que ces marques épigénétiques sont transmissibles de manière héréditaire, ça change littéralement la donne. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à propos de l'évolution, c'est que les mutations, qui sont considérées comme le moteur principal de l'évolution, vont mener à des variants et que ces variants vont être sélectionnés. Mais du coup, l'idée d'évolution est basée sur le fait que la mutation, c'est la variation héréditaire. Et maintenant, ce qu'on vient de vous montrer, c'est que les recherches actuelles tentent à montrer que les modifications épigénétiques, donc littéralement ce qui est au-dessus des gènes, peut aussi être transmis aux générations futures. Autrement dit, on parle finalement d'hérédité des caractères dits acquis, c'est-à-dire que l'on acquiert durant la vie, à l'inverse de l'hérédité des caractères innés qui sont codés dans nos gènes. Alors c'est une bataille qui est philosophique presque, et ici on a vraiment la philosophie qui connecte l'aspect plus scientifique. Et en fait c'est une bataille qui a séparé Lamarck et Darwin. Alors je vous ai déjà parlé de Darwin, qui est le père de la théorie actuelle de l'évolution. Mais avant Darwin, 50 ans avant Darwin, Lamarck a publié un livre dans lequel il parle de transformation des espèces. C'est littéralement un des précurseurs, une des premières personnes à avoir parlé d'évolution, de transformation des espèces. Mais évidemment, la manière dont il a expliqué l'évolution n'a pas été retenue. Alors, je vais vous expliquer ça avec cet exemple qui est considéré comme un petit peu scolaire, mais qui est très clair, c'est les girafes. Alors, l'ancêtre des girafes avait un cou qui était relativement court. Et on connaît bien les girafes actuelles avec leur cou très long. L'idée de Lamarck, ça a été de se dire que les girafes, pour accéder à une source de nourriture inaccessible dans le haut des arbres, ont littéralement tiré sur leur cou, ce qui a modifié leur musculature, leur ossature du cou, et ont pu finalement changer leur phénotype. L'idée de Lamarck, c'était que ce caractère acquis durant la vie pourrait être transmis aux générations futures. Et que finalement, les petits-enfants de cette girafe qui a acquis un grand coup durant sa vie peuvent aussi avoir un grand coup. Ça n'a pas été retenu, évidemment, parce que c'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, on pensait que c'était pas du tout comme ça que ça marche. Et littéralement, Darwin, dans sa théorie, ne parle que d'hérédité de caractère inné, c'est-à-dire les gènes.
Sauf que ce que je viens de vous expliquer et ce dont on est en train de vous parler avec Alexandra, eh bien c'est littéralement ça, l'hérédité de caractères acquis durant la vie. L'épigénétique, c'est ça. Ce sont des caractères des modifications qui vont modifier l'état de modulation de vos gènes. Mais si on vous dit qu'ils sont héréditaires, alors là, c'est littéralement l'hérédité de caractères acquis. Et c'est littéralement un pavé dans la mare qui a été lancé, en particulier dans la biologie évolutive. On estime que c'est vraiment la Lamarck qui renaît de ses cendres. Alors, on peut pas dire que c'est un retour du lamarckisme, parce que le lamarckisme était censé tout expliquer. Alors qu'ici, on explique évidemment qu'une certaine partie. On est bien d'accord que la théorie de Darwin, l'évolution qui a été amendée depuis, ça reste la référence, bien sûr. Mais quand même, une partie de cette théorie devrait être expliquée par du lamarckisme. Alors, je vais vous parler maintenant d'un autre type de marque épigénétique qui s'appelle l'empreinte parentale. En gros, c'est la guerre des sexes. Et donc, on s'est rendu compte que pour un même gène, selon qu'il était transmis par le chromosome qui était apporté par le spermatozoïde du papa, ou qu'il était transmis par un chromosome apporté par l'ovule de la maman, ce gène ne portait pas les mêmes marques épigénétiques. Alors on va voir de quoi il s'agit. Donc vous savez que nous avons des paires de chromosomes. Pour chaque paire de chromosomes, on a un chromosome qui était apporté par notre papa, un apporté par notre maman. Et donc Jérôme a choisi une image très sympathique pour représenter le papa en Superman et la maman en Superwoman. Et donc vous connaissez les chromosomes sexuels. Si vous avez 2 chromosomes X, vous êtes une femme. Si vous avez un X, un Y, vous êtes un homme. Alors, dans chaque paire de chromosomes, on a donc un chromosome rose, un chromosome bleu, un de chacun des parents. Alors, le conflit parental va se situer au niveau de la conception du bébé. Quelle taille voulons-nous pour notre bébé ? Superman va évidemment vouloir le bébé le plus gros possible pour pouvoir transmettre ses gènes à la génération suivante, tandis que Superwoman va préférer avoir un bébé d'un format raisonnable, ce qui lui permettra, 1, de survivre à l'accouchement, 2, de pouvoir nourrir tous ses enfants. Alors, on a identifié, il y a à peu près ça a commencé il y a une petite vingtaine d'années, on a commencé à identifier des couples de gènes qui étaient d'activités opposées sur la croissance. Et donc, on en a identifié à peu près une centaine. La raison pour laquelle j'aime bien parler de cela, c'est que il y a très très longtemps, quand j'étais jeune chercheuse postdoctorale aux États-Unis, j'ai découvert un gène dont on n'avait aucune idée de à quoi il servait, d'autant plus que ce gène ne portait même pas une recette pour faire une protéine. Ce gène, je l'ai tendrement baptisé H19, n'ayant pas d'inspiration sur sa fonction. Donc on sait maintenant que ce gène produisait ce qu'on appelle un long ARN non codant. Et il apparaît que dans le génome humain, il y a des milliers de longs ARN non codants qui ont un rôle important sur le niveau d'expression des gènes qui produisent des protéines, sur les régulations épigénétiques notamment. Donc voilà notre H19. Et ce H19, quand il est exprimé, il va permettre d'avoir un bébé plus petit. Il est situé en paire avec un autre gène qui s'appelle IGF2, qui est un gène produisant un facteur de croissance. Et quand ce facteur de croissance est produit en grande quantité, le bébé va être très gros. Donc, quand le gène, ce couple de gènes, IGF2, facteur de croissance, H19, je vais dire anti-croissance, quand ces gènes proviennent du papa, eh bien, le gène IGF2 va avoir des marques épigénétiques qui vont lui permettre d'être très actif pour avoir un gros bébé, tandis que le gène H19 aura des marques épigénétiques qui l'empêcheront d'être actif. Quand le même couple de gènes est fourni par la maman, le gène H19, au contraire, aura des marques épigénétiques qui lui permettront de fonctionner de manière très active, de façon à réduire la taille du bébé. Et le gène IGF2 transmis par la mère sera presque pas actif. Donc on va combiner ces 2 types de marques épigénétiques, celle de la mère en faveur d'un petit bébé, celle du père en faveur d'un gros bébé, et au total on va avoir un équilibre, on va avoir un bébé d'un format raisonnable pour les 2 parents. Alors, cette idée d'avoir un équilibre entre les 2 gènes, ça va complètement foirer quand on se trouve dans une situation dramatique de famine.
Donc on va faire référence ici à ce qu'on appelle le Hungerwinter, donc l'hiver de la faim, septembre 44, mai 45. Toute une partie de la Hollande a été encerclée par un blocus des nazis en représailles d'actions de résistance qui ont causé 20 000 morts de faim en Hollande. Et donc la ration alimentaire moyenne est tombée à peu près 900 kilocalories par jour, alors qu'on considère qu'une personne doit normalement consommer 2200 à 2500. Donc c'était absolument dramatique. Vous voyez une image de la soupe populaire, les enfants affamés, regardez comme ils sont maigres, nourris à ce moment-là. Alors l'observation, c'est que les bébés qui ont été conçus pendant la famine, très étonnamment, avaient un poids normal à la naissance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient trouvé un truc pour optimaliser le peu de ressources alimentaires qu'ils recevaient. On a analysé l'ADN de ces bébés beaucoup plus tard, après la guerre, donc chez les adultes devenus que ces bébés sont devenus, et on s'est rendu compte qu'il y avait des gènes économiseurs d'énergie. Donc, je donne les noms là-bas. C'est un gène impliqué dans l'utilisation des graisses. Des gènes de croissance, notamment notre fameux IGF-2 qui permet d'avoir des gros bébés, qui sont moins méthylés et donc qui vont être plus exprimés chez ces bébés-là. Donc, on a l'hypothèse maintenant que lors de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule lors de la fécondation, il va y avoir des marques épigénétiques un peu aléatoires sur chaque fœtus, donc différentes d'un fœtus à l'autre, et la famine de la mère va imposer une sélection naturelle, et les seuls fœtus qui vont survivre seront ceux qui auront le gène IGF-2, donc qui permet de faire des gros bébés, qui sera plus actif. Donc ce gène permettra d'être plus efficace dans la production, dans la croissance du fœtus, même avec une nourriture très faible. C'est magnifique, ça a permis à ces bébés de survivre à la famine. Le problème, c'est que ces bébés à l'âge de 60 ans, avec une alimentation normale, se retrouvent avec un risque plus élevé que la normale d'obésité, diabète de type 2 et maladies cardiovasculaires, parce qu'ils utilisent trop efficacement une quantité d'aliments normale. Alors, on peut se poser la question, on a dit que ça passait à travers les générations, est-ce que ça passe dans les spermatozoïdes, Alexandra, par exemple? Suspense. Alors c'est une autre étude qui a été réalisée, cette fois-ci dans un village perdu au fin fond de la Suède. Donc un village qui en hiver était complètement isolé. Donc vous voyez ici le cours du temps. On a à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, un chercheur dont la famille était originaire de là, qui s'appelle le docteur Berggren. Je suis pas sûre que mon suédois soit tout à fait correct au niveau prononciation, a suivi 3 générations d'habitants de ces villages. Donc voilà la première génération, donc les grands-parents, les enfants et les petits-enfants. Alors ce qu'il a regardé, c'est d'après les registres paroissiaux, on pouvait déduire quelle avait été l'abondance des récoltes avant chaque hiver. Et donc vous avez ici cette succession de pics et de vallées. Donc les pics vous indiquent on a eu une très bonne récolte cette année-là. Donc l'hiver, les gens se sont littéralement goinfrés avec tous les aliments qui avaient été récoltés. L'hiver suivant, par exemple ici, manque de bol, la récolte a été très mauvaise. Et comme le village était complètement isolé, la mer gelée, on ne pouvait pas venir les ravitailler par bateau, les gens ont vraiment crevé la dalle pendant l'hiver. Et donc cette alternance de périodes d'abondance et de périodes de famine s'est succédée au cours du temps. Alors on s'est rendu compte que les jeunes gens, donc vers l'âge de 12 ans, au moment où la spermatogenèse commence, s'ils ont eu un hiver de période de très forte abondance au moment où ils font leur spermatozoïde, vont donner des petits-fils dont l'espérance de vie est réduite de 36 ans. Donc on a vraiment un décalage extraordinaire dans la longévité des petits-enfants selon que leurs grands-parents se sont goinfrés pendant qu'ils étaient en phase de spermatogenèse ou bien qu'ils ont été en famille. Trop de nourriture, c'est pas bon, et pas assez, c'est pas bon non plus. Alors, petit exemple
qui parle un peu de cigarettes. Alors là, je vais me retourner sur mes parents qui sont au 2e rang. Alors, c'est un autre contexte d'étude. C'est une population anglaise de parents et enfants qui ont été étudiés depuis les années 90. Et on avait remarqué, les scientifiques qui ont travaillé là-dessus, en réalité, ce sont des scientifiques qui sont un petit peu liés à l'étude précédente dont Alexandra vous parlait, qui se sont littéralement inspirés de cette idée d'effet transgénérationnel. On s'est rendu compte que les garçons qui fument avant leur puberté vont imposer des modifications de cet ADN au niveau épigénétique, vont imposer des marques épigénétiques qui vont être transmises à leur fils. Donc le grand-père va transmettre ces marques épigénétiques à son fils via les spermatozoïdes. Donc. Et la modification qui va avoir lieu chez le petit-fils, ça va être des risques d'obésité accrus. Du coup, là, je me retourne encore. Alors, peut-être que si je suis un petit peu enrobé, enfin, quoique non, si mon fils est un petit peu enrobé, je me retournerai peut-être vers vous. Et donc, finalement, on peut se poser la question, mais comment ça marche, évidemment? Alors, en termes mécanistiques, on pourrait se dire, voilà, les marques sont vraisemblablement dans les spermatozoïdes, les marques de l'ADN, la méthylation, par exemple. On pourrait aussi imaginer, comme Alexandra l'a mentionné tout à l'heure, que ce soit lié à des fameuses ARN non codants, donc ces fameuses ARN qui littéralement ne codent pas pour une protéine, ne correspondent pas à une recette, mais qui sont là quand même, et qui servent à moduler les autres gènes. Alors, on sait pas exactement, mais on sait que chez une autre étude, qui a été faite chez la souris cette fois, évidemment c'est toujours difficile de généraliser. Lorsqu'on voit une étude chez la souris, on peut pas dire ça marche comme ça chez l'homme, évidemment, mais chez cette étude-là, alors ils ont travaillé sur les souris qui fument. Non, je plaisante, ils ont pas réussi à faire ça. Ils ont travaillé sur la transmission de l'effet du stress à travers les générations, via la lignée paternelle aussi. Donc c'est le dénominateur commun. Et ils se sont rendus compte que dans ce cas-là, ce sont des tout petits et des très longs ARN non codants, encore une fois, ceux qui ne donnent pas le gâteau, qui sont transportés dans les spermatozoïdes. Donc vous devez imaginer le spermatozoïde comme une cellule qui est pas si simple que ça. Il y a en effet l'ADN du père, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui tournent autour de l'ADN, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, et la mère dans tout ça, hein. Alors en fait, dans le cas de la cigarette, ça a été aussi montré du côté maternel évidemment, parce que quand vous avez un zygote, un œuf fécondé, il vient surtout de l'ovule évidemment. Le spermatozoïde, on pensait qu'il apportait que l'ADN, il apporte vraisemblablement un peu plus, mais finalement le contexte cellulaire est surtout donné par l'ovule. Et donc dans le cas malheureusement, les femmes enceintes qui fument, il a été montré que ces marques épigénétiques peuvent être transmises en génération 1 et en génération 2, en menant aussi d'ailleurs à des cas d'obésité plus importants. Si tu veux bien laisser la dire. Donc ce qui est particulier, on voit que quand la mère fume, elle affecte 3 générations d'un coup. Elle affecte elle-même, elle affecte son bébé et les cellules germinales ici en bleu de son bébé. Et donc voilà le bébé rouge et voilà la petite fille qui était bleue au point de départ. Donc peut-être une petite parenthèse, on vous parle finalement d'un transfert transgénérationnel. Ici, il faut bien se rendre compte que déjà à la première génération, la femme qui est enceinte, vous avez en fait la présence des 3 générations. Vous avez évidemment la 2e génération qui est le bébé, le fœtus, mais vous avez aussi la présence de la 3e génération. Ce sont les cellules germinales du fœtus. Et donc littéralement, ces marques épigénétiques peuvent altérer les 3 générations d'un seul coup, si vous voulez, au niveau de la femme enceinte. Donc si vous ne voulez pas arrêter de fumer pour préserver votre propre santé à vous, pensez aux 2 générations après. Merci pour elle. On n'a pas été sponsorisé, mais... Alors, plus généralement, on a parlé de l'effet transgénérationnel, mais on entend très souvent parler, lorsqu'on voit le mot épigénétique dans les médias, on entend parler de notre effet individuel. Ok, comment ça change notre vie, l'épigénétique ? Alors, il y a des cas, encore une fois, des cas de zoologie, désolé, vous devriez me remercier pour ça, qui sont extrêmement marqués, où on se rend compte que littéralement, l'épigénétique est cruciale pour le devenir d'organismes particuliers. Alors, les insectes sociaux, et en particulier les abeilles, sont un bel exemple. Alors, malheureusement, je suis censé faire un clin d'œil à une personne qui se trouve dans l'autre salle et qui est futur apiculteur. Et donc, chez les abeilles, il y a un système de caste, il y a un système de socialité qui est très particulier. Et finalement, il n'y a qu'une seule maman dans une ruche d'abeilles. D'accord ? Il n'y a que la reine. Alors la reine, vous la voyez là, c'est la grosse là qui se trouve au milieu. Les autres, elles aident la reine. Les ouvrières, elles aident la reine. Elles font tout le boulot. D'accord ? Alors,
ce qui est marrant, c'est on peut se dire, mais quelle est la différence entre cette reine et les autres ouvrières? Qu'est-ce qui fait que la reine est plus grosse? Qu'est-ce qui fait que la reine pond et pas les autres? Eh bien, on se rend compte que les apiculteurs savent ça très bien, évidemment. La seule différence qu'il y a, c'est l'alimentation. Durant le développement de la ruche, une larve, spécifiquement, va être nourrie avec ce qu'on appelle la gelée royale. Alors, ce sont des sécrétions des ouvrières qui ont des aliments particuliers, on va en reparler tout de suite. Et cette gelée royale, c'est l'unique nourriture de la future reine. D'accord? C'est la seule différence entre les deux. Alors, de manière rigolote, si jamais la reine meurt, par exemple, eh bien, une autre larve va être nourrie avec de la gelée royale pour remplacer la première reine. Vous avez même de certains cas où plusieurs larves sont nourries avec la gelée royale et ça fout un boxon hors du commun. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans cette gelée royale? Alors, évidemment, les firmes pharmaceutiques et en tout cas d'alimentation healthy s'y sont mis à cœur joie et vous pouvez acheter des pastilles de gelée royale qui sont très riches en vitamine B, par exemple. Et donc, littéralement... Et donc, souvenez-vous, la vitamine B, acide folique, ce sont des précurseurs de méthylation, donc des marques épigénétiques qui vont faire que certains gènes vont être moins utilisés que d'autres. Littéralement, ces deux bestioles ont le même génome, évidemment. C'est juste au niveau de leur modulation de ce génome, et en particulier, comme le disait Alexandra, de la méthylation, que ça va changer la donne. Alors, il existe une superstar de l'épigénétique, et je vais laisser la parole à Alexandra pour parler de notre bon vieil Horvat. Voilà. Donc, ce monsieur Horvat est un biomathématicien, et donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui apparaît très fort dans la recherche dans le domaine de biologie moléculaire pour le moment. C'est que les quantités de données sont tellement gigantesques qu'il faut des experts en biostatistique, en bioinformatique pour arriver à en tirer de l'information. Et donc, ce monsieur est expert dans le domaine. Et il s'est intéressé à rechercher des marques qui pourraient être des marques épigénétiques qui pourraient être liées à l'âge, au vieillissement. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé dans des données publiées sur Internet, donc 84 études différentes, plus de 18 000 échantillons correspondant à des individus d'âge différents. Donc vous avez ici en bas toute une collection d'échantillons. Donc, chaque ligne verticale correspond à un échantillon différent. Dans cet échantillon, il y a, par exemple, un petit morceau de foie. Il y a là-dedans un grand nombre de cellules. Et dans ces cellules, l'ADN peut être méthylé sur certains C de la séquence. Donc, ATGC, certains C peuvent être méthylés. Alors, ce qu'il a fait, c'est mesurer la proportion, le pourcentage de C qui était méthylé dans chaque échantillon qu'il a analysé. Il a étudié des milliers de C possibles et il a essayé de les classer en fonction de l'axe de l'âge. Donc, chaque ligne horizontale correspond à un C dont il a observé que la méthylation augmentait avec l'âge. Et chaque ligne orange correspond à un C à un autre endroit particulier sur l'ADN, qui lui a une méthylation qui n'est pas corrélée à une augmentation de l'âge. Donc il a fait le tri entre tous les C méthylés qu'il pouvait trouver, et il s'est fait une collection de 353 C dont la méthylation augmentait avec l'âge. Il a représenté donc chaque point sur ce schéma représente un échantillon différent. Il s'est rendu compte qu'en fonction de l'âge, la proportion de C méthylés dans chacune de ces positions va changer. Donc, entre la naissance et l'âge de 20 ans, on a une très forte augmentation de cet âge épigénétique. Et puis, ça se stabilise. On a une augmentation linéaire plus lente chez l'adulte. Et donc, ça veut dire qu'en gros, si votre âge épigénétique se situe en dessous de cette courbe, ça veut dire que vous avez un âge apparent plus jeune que sur votre carte d'identité. Si par contre votre âge épigénétique est au-dessus de cette courbe, eh bien vous avez un âge plus élevé que sur votre carte d'identité. Alors c'est très intéressant, ce concept à partir de ces 353 C dont la proportion de méthylation est liée à l'âge. Il a établi une série de collaborations incroyables. Il a publié au moins une trentaine d'articles scientifiques différents où il a étudié à différents stades dans la progression, différents tissus, quel était l'âge épigénétique. Il s'est rendu compte par exemple que le foie avait toujours un âge épigénétique de 3 ou 4 ans de plus que le reste du corps,
parce que le foie, c'est l'organe d'épuration des toxines, et donc c'est lui qui trinque le plus dans notre organisme. C'est pour ça qu'il est plus vieux apparemment. Dans chaque tissu, il a pu comparer différents types cellulaires, des cellules souches qui sont les plus jeunes au point de vue de leur âge épigénétique, qui vont ensuite vieillir pour donner des cellules progénitrices, qui vont se différencier pour donner des cellules différenciées, et finalement donner en rose les cellules sénescentes qui, elles, ont l'âge épigénétique le plus élevé. Et tout ceci se représente au niveau de l'ADN. Voilà un ADN tout nu, voilà un ADN avec un C méthylé. Il est possible de basculer d'un côté vers l'autre avec les différentes enzymes qui peuvent agir sur la méthylation ou la déméthylation de l'ADN. Et donc, il est possible d'articuler toutes ces observations en se basant sur l'âge épigénétique. Alors, ce scientifique américain s'est littéralement amusé à utiliser son modèle pour essayer d'expliquer l'effet de n'importe quoi, de l'environnement en règle générale, et en particulier ici de l'alimentation, sur les marques épigénétiques. Donc juste le petit rappel, il a réussi à isoler, si on veut, des méthylations qui sont spécifiquement corrélées avec l'âge. Du coup, il s'est demandé si ces méthylations corrélées avec l'âge pouvaient potentiellement fluctuer en fonction du régime alimentaire de la personne étudiée. Et il a pu essayer si vous voulez, de rendre ce graphique, d'exprimer sur ce graphique le décalage entre l'âge épigénétique observé dans le tissu et l'âge réel de l'individu étudié. Donc voilà, sur cette échelle de temps, donc il a indiqué en rouge, ce sont les années épigénétiques supérieures à l'âge de la carte d'identité, et en bleu, les années inférieures à l'âge qui est sur la carte d'identité. Donc selon le régime alimentaire que l'on suit, est-ce qu'on va avoir un âge apparent plus élevé ou plus faible que celui de notre carte d'identité? Les résultats qu'il a obtenus sont en fait extrêmement clairs et très intéressants évidemment à discuter. La partie que vous voyez en rouge, donc c'est littéralement l'endroit où le décalage est le plus grand. Et ça correspond littéralement à des régimes qui sont extrêmement riches en sucre, à déconseiller totalement. Donc ça va littéralement vieillir votre ADN. Donc on peut avoir un vieillissement de plus de 8 années rien qu'avec un régime très riche en sucre. À l'inverse, dans les zones plus bleutées, vous allez retrouver différents types de régimes, et finalement le régime qui correspond le mieux à un décalage minimum entre l'âge de la carte d'identité et l'âge épigénétique, ce serait un régime de type crétois, méditerranéen, c'est-à-dire extrêmement pauvre en sucre, mais riche en protéines, en bons lipides, en fruits colorés, antioxydants. Et donc finalement, le crétois, c'est le restaurant que je préfère, donc c'est une très très bonne nouvelle. Alors, vous imaginez bien que les scientifiques qui travaillent sur l'épigénétique se sont rendus compte de la puissance, littéralement, qu'avait cette modulation des gènes pour le développement de maladies. Et donc, c'était évidemment un processus extrêmement intéressant à étudier pour essayer potentiellement d'endiguer des maladies qui seraient liées à cette différence d'épigénétique. Et finalement, est née de toutes ces études la notion d'épimédicament, l'idée que vous pourriez potentiellement utiliser différentes molécules ou différentes drogues pour altérer la modulation des gènes et potentiellement combler un problème lié à l'épigénétique. Alors il y a un cas extrêmement connu, c'est le cas de la dépakine, donc c'est l'acide valproïque. C'est un médicament qui a été très utilisé, et vous allez comprendre pourquoi malheureusement, et qu'il est toujours, mais dans des cas spécifiques, contre l'épilepsie. Alors l'épilepsie, c'est littéralement un genre d'orage dans votre cerveau qui va mener à la sécrétion d'un tas de neurotransmetteurs, et ce médicament va pouvoir finalement empêcher les convulsions liées à l'épilepsie en réduisant la quantité de neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc c'est d'une efficacité folle, et ce médicament agit spécifiquement sur l'épigénétique. Littéralement, il va changer l'activité des enzymes qui vont mener à finalement l'impression des marques épigénétiques. Et donc, grâce à ce médicament, vous allez avoir modification du niveau de condensation de la chromatine, ce qui va permettre les anticonvulsions d'une part, mais aussi la protection des neurones en augmentant les facteurs de croissance. Alors, le problème, c'est que ce médicament qui est utilisé depuis la fin des années 60, en fait, on a découvert qu'il était tératogène. Donc le problème de la dépakine, c'est qu'elle ne va pas agir que sur 3-4 gènes. Elle va agir sur toute une collection de gènes.
et notamment au cours du développement du cerveau de l'embryon chez une femme enceinte qui prend de la dépakine pour lutter contre ces problèmes de convulsions, on va avoir des aberrations au niveau de la structuration du cerveau du bébé. Et donc ce panneau vous reprend des données fournies par une association de patients française qui vous montre donc le moment où ça a été commercialisé par Sanofi. On s'est rendu compte dès 1982 qu'il y avait des problèmes d'effets secondaires d'autisme chez des bébés qui étaient nés de mères qui avaient pris de la dépakine. On a trouvé des malformations, des troubles du développement chez le fœtus. Ça n'a pas empêché la prescription à plus de 10 000 femmes enceintes entre 2007 et 2014. Donc rien du tout n'était indiqué sur la notice du médicament comme quoi il fallait éviter de le donner chez les femmes enceintes. On pense qu'en France, il y a entre 50 et 70 000 victimes potentielles, 2500 victimes, dont 400 sont mortes. Et panique supplémentaire, en novembre 2018, j'ai trouvé un article qui montre que la génération suivante, donc les enfants des fœtus qui avaient été mal formés parce que leur mère enceinte avait pris la dépakine, on a 150 enfants de seconde génération qui ont aussi des anomalies du développement. Donc on va bientôt terminer. Et donc ce qui se passe, c'est que en France, en décembre 2017, cette association de patients a réussi à gagner un premier procès contre la firme Sanofi à ce niveau-là. Et donc en Belgique, il y a eu pas mal de discussions à ce sujet il y a quelques mois, et donc maintenant la notice indique qu'il faut éviter l'administration chez la femme enceinte. Du coup, l'idée d'épi-médicament, elle est très bonne, évidemment, mais il faut faire très attention à ce qu'on cible. Et les dégâts collatéraux peuvent être énormes. Du coup, l'idée, maintenant, les chercheurs essaient de s'orienter vers la deuxième solution. À l'inverse de la première, qui ciblerait le changement d'activité de nombreux gènes, la deuxième solution, ce serait d'avoir un ciblage précis, spécifique sur des gènes d'intérêt. Alors, petite parenthèse un peu plus méthodologique, il existe en biologie moléculaire différentes techniques qui permettent d'allumer et éteindre les gènes. En particulier, c'est une méthode très récente et qui est utilisée même pour beaucoup d'espèces non modèles comme celles que j'aime bien, les espèces que personne ne connaît beaucoup, et qui permet littéralement, grâce à une enzyme, de venir enlever spécifiquement, en particulier la spécificité est donnée par un petit ARN guide qui va permettre de tomber au bon endroit entre guillemets sur l'ADN et d'enlever spécifiquement un gène pour qu'il ne soit plus exprimé dans la cellule. Eh bien les chercheurs qui étudient ce système-là se sont amusés à essayer de développer un autre système où l'enzyme, si vous voulez, est mutée et ne peut pas couper l'ADN. Elle peut désormais venir se lier à l'ADN grâce à l'ARN guide, venir spécifiquement dans la zone d'intérêt, mais ils sont venus greffer un petit répresseur qui est un régulateur épigénétique, et au lieu de couper le gène, ils peuvent littéralement agir sur l'épigénétique de ce gène et altérer son expression. Et donc ce système a été utilisé pour des cellules en culture provenant de muscles de patients atteints de la myopathie que j'ai étudié pendant des années. Et donc ils ont été capables de venir bloquer l'expression du gène toxique qui cause cette pathologie. Donc ce n'est pas encore en essai clinique, mais en tout cas en culture de cellules, ça permet de guérir complètement les cellules. Alors le stress, évidemment, c'est vraiment la condition environnementale pour lesquels nous sommes tous au fait, évidemment, et l'effet sur notre corps est bien connu depuis longtemps. Évidemment, la manière dont ça marche est un petit peu plus difficile, et quand on essaie d'étudier le stress chez les vertébrés en particulier, on s'intéresse à ce qui s'appelle l'axe hypothalamo-pituito-surrénalien. C'est un ensemble de différents organes qui vont sécréter différentes choses au cours du stress. Alors, du coup, Jérôme, là, je vais devoir t'interrompre parce que nous avons un commentaire comme quoi on cause trop. Oui. On fait au plus vite alors. On s'était dit plus élégamment. Alors, donc on peut peut-être voilà, oui, c'est ça. Okay. Très pratiquement parlant, lors d'un cas de stress, vous voyez cette souris qui voit un chat et qui est extrêmement stressée par la présence du chat, vous allez avoir sécrétion de différents types de molécules qui à terme vont littéralement mettre la souris en position de défense. Je dois me battre ou je dois fuir. Après cette réponse de stress, lorsque le chat s'en va et que lorsque le stimulus est parti, vous avez sécrétion de cortisol qui va venir rétro-inhiber cette réaction pour stopper la réaction de stress. Eh bien, dans certains cas,
en particulier lorsque, par exemple, un souriceau n'a pas été léché de manière normale par sa mère lorsqu'il était très jeune. Des marques épigénétiques vont venir s'imprimer sur son génome et il va être très mal préparé pour réagir à ce genre de stress. Littéralement, cette rétroinhibition ne va pas avoir lieu et la réponse au stress va continuer. Donc il va être extrêmement stressé et ce stress va toujours se maintenir. Et on peut très bien imaginer faire le shift vers l'espèce humaine, évidemment. Donc on sait que les enfants maltraités ont des marques épigénétiques sur le gène du récepteur glucocorticoïde et ne peuvent pas avoir cette rétroinhibition et par conséquent vont toujours avoir une réaction au stress exagérée pendant toute leur vie. Alors la réaction au stress est compliquée, il y a des éléments génétiques qui interviennent, des variations épigénétiques sur l'ADN, sur les histones, l'impact de l'environnement, quand est-ce que le stress se produit, est-ce que c'est au niveau prénatal, est-ce que c'est dans l'enfance? On sait que l'enfance est une fenêtre de vulnérabilité parce que c'est à ce moment-là que tout le câblage du cerveau va se faire de façon à fonctionner chez l'adulte. On a la capacité de réagir, ce qu'en anglais on appelle le coping. Chaque personne individuellement peut réagir plus ou moins bien au stress. Et au total, la combinaison de tous ces éléments va permettre d'obtenir soit un risque de trouble de l'anxiété, soit la résilience que vous connaissez bien par les conférences de Boris Bosnulki qui est venu parler ici l'année dernière. Et donc on va simplement signaler un cas de thérapie comportementale chez un enfant qui avait, un groupe d'adolescents qui avait une mutation prédisposant au stress et qui avait un gros problème de dépression en situation de stress. Et donc, par cette thérapie cognitive comportementale, on a vu que les enfants se portaient beaucoup mieux et que c'était lié à une modification de la méthylation du gène qui prédisposait au stress. Donc, c'était un gène qui fonctionnait trop fort. La thérapie va permettre de méthyler ce gène pour qu'il fonctionne moins bien et leur permettre une meilleure rétro-inhibition après le stress. Et donc, représenté par ces petits ballons qui s'envolent, c'est le bonheur total. Du coup, les perspectives, eh bien, elles sont multiples. Tu vas un tout petit peu trop vite oui. Parce qu'on voulait citer, vous montrer dans quel délire on arrive. Si vous allez regarder sur YouTube les conférences TEDx dans le domaine de l'épigénétique, vous avez des espèces de gourous, donc des scientifiques plus ou moins gourous, qui vous expliquent l'intérêt qu'il y a à manger sainement, à manger du chou frisé, qu'ils appellent kale, à faire de l'exercice, à faire de la méditation, etc. Et donc voilà ce que disait une de ces enthousiastes: You're eating an apple, your histones are having a little orgasm. Donc d'un point de vue moléculaire, c'est évidemment très difficile à démontrer, mais c'est pour vous indiquer le délire dans lequel on peut tomber facilement. On a l'impression qu'en réalité, tout ce qu'on peut faire pour améliorer les marques épigénétiques, chaque chose toute seule ne va avoir qu'un effet réduit. Et donc, on peut difficilement arriver à avoir un orgasme histonien. C'est littéralement donc l'ensemble de toutes ces petites modifications qui vont potentiellement avoir de très gros impacts. Et c'est difficile de les quantifier si on prend individuellement chaque stimulation. Alors, si vous voulez vous renseigner sur l'épigénétique, il y a beaucoup de livres, évidemment, beaucoup d'articles, et il y en a deux particuliers qui sortent du lot. Le premier, c'est le best-seller actuel. C'est un livre basé sur des données scientifiques, mais qui parle aussi beaucoup du feeling, finalement, de l'auteur, et qui parle de 5 voies pour essayer d'améliorer son épigénétique. Alors évidemment, là, on tombe un petit peu dans peut-être un travers un peu trop business, alors que le deuxième livre est un livre qui est réalisé par une équipe scientifique, et en particulier une personne de cette équipe scientifique qui essaie de retracer l'histoire et l'aspect fonctionnel de l'épigénétique. Donc je vous conseille, si vous voulez en savoir plus sur l'épigénétique, de prendre ce deuxième livre-là. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. On aurait pu parler de plein d'autres choses. Évidemment, de plus en plus de recherches scientifiques traitent de différents sujets, que ce soit les jumeaux homozygotes, la manière dont la température peut influencer le déterminisme du sexe chez certains animaux, etc. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Voilà. Merci Jérôme et Alexandra. Alors on va brièvement passer aux questions. Et je propose, Alexandra, que vous alliez dans la salle à côté pour prendre une première question là-bas. Ils auront donc la priorité. Et puis nous en prendrons une ici. Et puis on ira boire le verre. Les références des livres. Oui, on vous donnera Oui. les références des livres. Alors ça serait bien Je vous donne ça de donner le spécifiquement micro par la pour qu'on suite. entende. J'ai même le livre ici, donc je peux vous montrer ça. Mais donc l'auteur du deuxième livre, c'est Spaldi. Mais je vous donne ça par la suite. Une autre question? Plus? Oui? Non? On repasse dans la salle d'à côté pour la Voilà. question? Alors, on va prendre Je vais essayer de faire passer. deux Tu questions fais passer le micro. ici, monsieur au milieu de la salle. Attends, on va te donner le micro, petite seconde. On va recevoir le micro. Voilà. Merci pour cette présentation. J'aimerais savoir sur combien de générations chez l'homme on peut estimer que les marqueurs épigénétiques peuvent se transmettre. Et si c'est suffisamment long, est-ce qu'on est arrivé à déterminer certains marqueurs épigénétiques qui sont transmis depuis plusieurs siècles et à partir d'un événement particulier? Je vais très rapidement passer la parole à ma collègue, mais ce que je peux déjà d'ores et déjà vous dire, c'est que le problème avec l'homme, évidemment, c'est que ce n'est pas une espèce modèle classique, évidemment. Et donc, expérimentalement, c'est relativement difficile de jouer avec l'homme, comme on peut jouer avec des petites bestioles rigolotes. Et donc, pour l'instant, le nombre de générations est très réduit et beaucoup d'articles parlent de cet aspect transgénérationnel qui est un petit peu différent avec l'aspect héréditaire, mais l'aspect que finalement une femme enceinte peut, au sein de la première génération, avoir les 3 générations en même temps. Et donc pour l'aspect générationnel, il est très réduit pour l'instant, mais on pense qu'il est plus élevé évidemment et qu'on ne fait gratter la surface. Oui, je crois qu'on est vraiment au tout début de ce type de recherche et bon, si vous proposez de suivre une marque épigénétique au cours des siècles, encore faudrait-il avoir l'ADN d'il y a 3 siècles pour voir s'il a des marques épigénétiques qui sont les mêmes ou différentes de ses descendants maintenant. Donc je crois que c'est quelque chose... Voilà, on ne sait pas encore ce qu'il en est. Alors, ce qui est assez fou, quand on a fait énormément de lectures pour préparer cet exposé, parce qu'on se disait au départ, oh, bah oui, c'est clair. On a montré, par exemple, que les femmes qui étaient enceintes au moment où la famine a commencé, donc pas celles qui sont devenues enceintes pendant la famine, mais celles qui étaient déjà enceintes quand la famine a commencé. Il y avait plusieurs articles qui disaient, eh bien, sur 3 générations, les filles sont obèses. Et alors que les bébés sont nés avec une taille plus petite que la normale. Et puis j'ai vu un article sorti il y a quelques mois qui dit, en fait non, l'étude a été mal faite. On peut pas tirer cette conclusion-là. Quand on demande aux grands-parents, est-ce qu'ils se souviennent de la taille que leur bébé avait lors de la naissance, ils se souviennent plus trop bien. À l'époque, on essayait surtout de ne pas mourir de faim, donc on n'a pas pesé les bébés. On n'a pas pris des registres pour noter le poids des bébés à la naissance, etc. Donc il y a énormément de flou artistique autour de ça, et voilà, on n'en sait rien. On a cru pendant tout un temps aussi qu'il y avait des marques épigénétiques dans le sperme, et que c'était ça qui était transmis. Et puis là maintenant, de nouveau, une étude de novembre 2018 montre qu'il n'y a pas de marque épigénétique dans le sperme, que ce sont vraisemblablement des ARN non codants qui voyagent à l'intérieur du spermatozoïde et qui seraient responsables de cette transmission de changements de phénotype de génération en génération. Donc c'est encore très très flou. Voilà, merci Alexandra. Une autre question? Oui, madame. On va donner le micro tout de suite. Bonjour. Donc vous parlez de la capacité de ces ARN non codants mais régulants l'activité des gènes de se déplacer dans un organisme donné. A-t-on des idées sur la capacité de ces ARN non codants d'influencer d'un organe à l'autre? Par exemple, est-ce que, je veux dire, on a des marques épigénétiques différentes entre organes au sein d'un organisme donné, et donc quelles sont les possibilités finalement de transfert, on va dire, horizontal au sein d'un même organisme? Tout est possible. Donc là, on pourrait parler pendant des heures des longs et des courts ARN non codants. Donc ils sont capables d'agir tous azimuts.
Donc un ARN d'habitude, il agit parce qu'il a une séquence particulière qui lui permet de se coller sur un brin de séquence complémentaire. Donc ces longs ARN non codants peuvent faire ça. Donc ils peuvent venir se coller sur un gène particulier. Ils peuvent aussi se prendre une structure tridimensionnelle particulière qui leur permet d'interagir avec différentes protéines, avec des enzymes qui pourraient modifier les histones, qui pourraient modifier l'ADN, avec des facteurs de transcription qui pourraient attirer le complexe de l'ARN polymérase ou qui pourraient l'empêcher de venir. Ils pourraient constituer des nœuds de boucles de chromatine qui vont synchroniser l'expression de 25 gènes simultanément. Donc ils ont des rôles extraordinaires qu'on commence seulement vraiment à découvrir. Et donc peut-être que l'année prochaine, je pourrais faire un exposé sur ce thème-là, mais il y en a plein. Et donc ils sont capables de tout faire, ils peuvent voyager dans le sang pour passer d'un type cellulaire à un autre. C'est hallucinant, c'est un nouveau monde de régulation qu'on a découvert. Très bien, alors je propose qu'on prenne la dernière question en salle, et puis pendant le drink, ça toujours bien sûr loisible de poursuivre la discussion. Alors la dernière serait pour monsieur là-bas, dans le fond de la salle. A-t-on une idée à partir de quel moment les méthylations, les acétylations, tout ça se produisent? Parce que au moment où l'ADN se duplique, je suppose qu'on part avec des composants purs, ACTG, phosphate et autres, et puis ce mécanisme d'épigénétique doit se mettre en route. A-t-on une idée de quand ça démarre? Donc effectivement, c'est très intéressant comme question. Donc quand la double hélice d'ADN va s'ouvrir et que chacun des brins va être copié pour arriver à 2 doubles hélices d'ADN, en fait, des marques qui sont déjà sur l'ADN, la méthylation des C, va pouvoir être copiée au moment où le nouveau brin d'ADN est fabriqué. Donc les marques de méthylation de l'ADN peuvent être transmises au moment de la division cellulaire. Alors les marques au niveau des modifications des histones, donc vous parlez des acétylations d'histones, là ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, c'est pas certain, en tout cas à ma connaissance comment ça va marcher, mais il existe un cocktail d'histones anciennes, donc les histones qui étaient sur les nucléosomes de la double hélice de départ. La double hélice s'ouvre, les histones sautent. Les 2 nouvelles doubles hélices sont fabriquées. Il faut qu'elles se réassocient avec des histones. Et donc là, est-ce qu'on va prendre des nouvelles histones vierges ou bien est-ce qu'on va aller récupérer des vieilles histones qui portent déjà des marques épigénétiques? Donc tout est possible à ce niveau-là. Alors maintenant, imaginons bien qu'on a affaire à un processus extrêmement dynamique. On a toutes ces enzymes écrivains, les writers, on a toutes ces enzymes erasers, donc les effaceurs, qui peuvent agir à tout moment dans les 2 sens, et donc ils vont, en fonction des fluctuations de l'environnement de la cellule, modifier la structure des histones et de la chromatine. Voilà, je propose donc d'en rester là pour des raisons de chronologie. Oui, bien sûr, je vous propose d'applaudir